Je m'accusais donc non pas de mon crime, mais de mon incapacité à le commettre. Et je rendais ma sottise responsable de mon triste sort. Je n'étais absolument pas effrayé par l'idée que je devais rester au lycée le jeudi suivant, de 8 heures à 10 heures du matin. L'agneau, qui fréquentait souvent ces réunions de cancres, m'en avait fait un tableau plaisant. À la chaire, un pion parcourait des journaux pendant que les condamnés lisaient ouvertement n'importe quoi, ou bavardaient à voix basse. Je ne redoutais nullement cette épreuve. D'autre part, je trouvais que Berlaudier avait raison, et qu'un demi-pensionnaire qui n'avait jamais été puni était comme un officier qui n'est jamais allé à la guerre. Mais ce qui m'inquiétait, c'était Joseph. Je le voyais déjà pâlir lorsque je lui montrerais le bulletin, sur lequel il lui faudrait poser sa signature déshonorée. Il allait me reprocher mon ingratitude envers la généreuse République, qui m'avait donné une bourse, et tout en parlant, il se mettrait en colère, et ça finirait par une paire de gifles. Paul allait pleurer, ma mère m'apporterait mon dîner dans ma chambre, et Joseph aurait de la peine. Évidemment, cette catastrophe était encore lointaine. Nous étions vendredi, il me restait donc presque 6 jours jusqu'au fatal mercredi soir, quand viendrait l'heure où il faudrait tout dire à la maison. Mais quelle journée j'allais traverser jusque-là. J'essayais de faire des plombs. Je pourrais, par exemple, confier mes soucis à ma mère, afin qu'elle préparât Joseph. Moi-même à table, je parlerais des innombrables retenues que je voyais tomber tous les jours autour de moi, et je dirais, je me demande pourquoi je n'ai pas encore été collé. Puis, j'expliquerai que, souvent, des innocents étaient punis, mais que c'était une loi du lycée de ne jamais dénoncer le vrai coupable, sous peine de déshonneur. Naturellement, j'attribuerai mon exploit à Berlaudier, et je raconterai la chose en riant, ce qui ferait rire le petit Paul, puis ma mère, et, qui sait, peut-être Joseph. Quoique ce plan me parût très astucieux, j'en fis immédiatement un autre, car la peur faisait bouillonner mon imagination. N'était-il pas possible en 5 jours d'obtenir le pardon de Socrate et l'annulation de la retenue? Comment? En apprenant les règles de l'ablatif absolu. J'y travaillerai le jour et la nuit, j'irai demander l'aide de l'oncle Jules, et je ferai en classe des réponses si brillantes que Socrate, touché en son point sensible, déchirerait lui-même le fatal bulletin. Je fus un moment ragaillardi par ces rêveries, mais je vis tout à coup que le sombre greffier en était arrivé aux dernières lignes du registre, et, au coup d'œil qu'il me jeta, je compris qu'il rédigeait ma condamnation. Quand il eut fini, il me fit signe de m'approcher et me dit à voix haute. 2 heures, pour un motif pareil, ce n'est pas grand-chose. Ça mérite une consigne entière. Et il est bien probable que monsieur le censeur rectifiera. J'aime mieux vous en avertir. Allez vous asseoir. Mes plombs et mes espoirs s'effondrèrent. Je sentis que j'étais perdu, et mon menton se mit à trembler. C'est alors que la porte s'ouvrit, et que l'agneau parut. Il portait ses livres sous son bras gauche et une feuille de papier dans sa main droite. Sans hésitation ni humilité, il referma la porte d'un coup de coude, s'avança jusqu'au bureau, mit la feuille de papier sous le nez du scribe, me chercha du regard et me fit un joyeux clin d'œil. Je pensais qu'il avait fait ouvertement quelque sottise afin de venir me tenir compagnie. C'était encore plus beau. Le surveillant, après avoir lu le nouveau message de Lepelletier, qui me parut plus long que le premier, leva les yeux vers l'agneau. Alors, c'est vous qui avez lancé votre professeur au plafond? Oui, monsieur, dit l'agneau, c'est moi. L'émotion m'étouffait. Mes compagnons de captivité avaient levé la tête, incrédules et rigolards, pour regarder ce gamin de 12 ans qui avouait avoir lancé son professeur au plafond. Et vous avez laissé punir votre camarade? L'agneau haussa les épaules et dit sur le moment, j'ai pas osé me dénoncer. Et puis j'ai réfléchi. J'ai pensé qu'il était boursier et que ça pourrait lui faire perdre sa bourse. Alors j'ai dit à Socrate, à monsieur Lepelletier, que c'était moi. Alors il lui a enlevé sa retenue et il m'a dit d'aller prendre sa place à la permanence. Où je m'assois? Vous êtes un drôle de coco, dit le surveillant. L'agneau haussa encore une fois les épaules, comme pour dire qu'il n'y pouvait rien. Le surveillant me regarda. Et vous? Vous ne pouviez pas protester? J'étais hors d'état de répondre. J'avais des larmes plein les yeux. Prenez vos affaires et retournez en classe. Je me levai tout tremblant. L'agneau riait de plaisir. Ça vous fait rire? Dit l'autre sévèrement. Je ne ris pas, dit l'agneau, je souris. Mais je ne le fais pas exprès. Cependant, le surveillant déchira une feuille de retenue, et comme je passais devant sa chaire, il m'en tendit les morceaux. C'est la vôtre, dit-il. Gardez ça en souvenir. Et apprenez à vous défendre dans la vie, sinon vous payerez toujours pour les autres. Allez. J'hésitais à sortir. Je ne voulais pas abandonner mon admirable ami, et j'allais demander l'autorisation de rester près de lui, ce qui eût plongé le scribe dans un abîme de perplexité, lorsque le tambour roula. 2 ou 3 délinquants se levèrent, le scribe les foudroya d'un seul regard, qui les fit retomber sur le banc.
Puis, posément, il recopia sur le registre la condamnation de l'agneau, prit une règle et barra la mienne de 2 traits à l'encre rouge. On entendait passer dans le couloir les galopades de la liberté. Impassible, il referma ses cahiers, rassembla les bulletins de retenue et les mit sous clé dans un tiroir. Il toussa, se leva, prit son chapeau de feutre, qu'il brossa avec sa manche, le mit sur sa tête et marcha vers la porte, qu'il ouvrit. Mais il ne sortit pas. Il y resta en sentinelle. « Mettez-vous en rang. » Les prisonniers s'alignèrent sur 2 files, dont le geôlier rectifia 2 ordres. Enfin il dit « Allez !» Nous sortîmes vers la liberté. Dans la cour, je serrai l'agneau dans mes bras. « T'es un chic type, mais moi, je devrais pas accepter. » Toi, dit-il, une retenue, c'est une catastrophe. Tandis que ça m'est complètement égal. Cette année, j'en ai une 12aine, plus 2 demi-consignes et une consigne entière. Et ça ne m'empêche pas de rigoler. Mais ton père, qu'est-ce qu'il dit? L'agneau éclata de rire. Il ne dit rien. Comme j'allais poser d'autres questions, l'agneau devint grave et ajouta « Il ne dit rien parce que j'ai un truc. » Quel truc? Je ne te l'ai jamais dit parce que ma mère m'avait fait jurer de le dire à personne. Mais il y a au moins 2 ans que j'ai juré. Alors... Il fit un geste comme pour dire que les sermons, comme les personnes, perdaient leur force en vieillissant. Mais il en exigea de moi un sermon tout neuf, et par conséquent valable. Si tu me jures de ne pas le répéter, je te dirai mon truc à la récréation de 12h30, sous le préau. C'est ainsi qu'après le sermon préalable, l'agneau me parla pour la première fois de sa vie privée, dans un coin du préau de la cour des petits. Mais j'adopte l'opinion de l'agneau sur les sermons, et comme le mien date d'un demi-siècle, c'est sans remords que je vais le trahir.